Bienvenue dans Voix de comptable, le podcast qui t'aide à trouver ta voie. Je suis Julie Lagneau, experte comptable mémorialiste en quête de sens et j'accompagne les étudiants de la filière expertise comptable à prendre leur envol. Je parcours la France à la recherche d'anciens étudiants en comptabilité et nous retraçons ensemble leurs doutes, leurs échecs, leurs expériences et bien sûr leurs réussites. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion, parfois même professeurs ou entrepreneurs. À travers ces parcours inspirants, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Bonne écoute! Ce podcast est rendu possible grâce au label Copilote. Le label Copilote, qu'est-ce que c'est ? C'est une alliance de cabinets indépendants qui les accompagne dans leur développement RH, marketing, digital, commercial, bref, tout ce dont un cabinet entreprise a besoin. Récemment, ils ont lancé le Lab Recrute, un site sur lequel tu peux retrouver des cabinets labellisés Happy at Work. Si tu veux aller y jeter un œil, le lien est disponible dans la description. Salut Olivier. Salut Julie. Alors, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui. Si on replace un peu les auditeurs, moi, je suis venue carrément passer quelques jours en vacances au Sable d'Olonne. Donc, si je peux t'expliquer un peu comment ça va se passer, on va remonter au tout début, savoir Olivier où est-ce qu'il est né, quel type d'enfant il était, quelles études il a faites, est-ce qu'il avait envie d'être expert comptable ou pas, et jusqu'à en arriver à ce que tu fais là aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux commencer peut-être par te présenter rapidement ? Moi, Olivier Daen, comme tu viens de le dire, je suis expert comptable au Sable d'Olonne, à la tête d'un petit cabinet indépendant d'une vingtaine, bientôt trentaine de personnes. On accompagne des entrepreneurs TPE, PME essentiellement, et voilà, on essaye de faire de la satisfaction client au quotidien et également de la satisfaction collaborateur, parce qu'on en reparlera aussi, mais c'est un sujet qui nous tient à cœur. Alors c'est marrant que tu dises petit cabinet parce que finalement une vingtaine de collaborateurs, c'est pas si petit que ça. Ouais, alors oui, pourquoi je dis petit ? Parce que c'est vrai que les choses sont allées assez rapidement et moi je me vois encore il y a 5-6 ans avec mon associé quand on s'est rapproché et donc associé où en fait on a formé une équipe de 6-7 personnes et en fait depuis quelques années on grossit de 1 ou 2 collaborateurs par an et donc voilà, en 5-6 ans on est passé à un peu plus de 20 quoi. Et si on revient du coup là où tout a commencé, est-ce que tu peux nous dire un peu où est-ce que tu es né ? Est-ce que tu es originaire des Sables ? Alors, je ne suis pas né au Sable d'Olonne, je suis né à Boulogne-sur-Mer, mais je me considère comme du coin puisque je suis arrivé avec mes parents en fait à l'âge de 5-6 ans. Donc j'ai fait toute ma scolarité et mon enfance ici. Donc voilà, je suis vendéen d'adoption, on va dire, et comme tout vendéen d'adoption et plus particulièrement sablé, j'ai fait mes classes à droite à gauche, on y reviendra, mais j'ai eu envie de revenir à la maison, comme on dit, donc c'est pour ça que je me suis installé en tant qu'expert comptable au Sable. Et tes parents, ils faisaient quoi comme métier ? Alors, mes parents, ils faisaient totalement autre chose, puisque mon père était médecin anesthésiste et ma mère infirmière anesthésiste. Mon père bossait à l'hôpital et ma mère à la clinique. Donc voilà, tous les jours à la maison, ça parlait médical. Ce qui est intéressant, je vois a posteriori, c'est que j'avais le discours à la fois du public et du privé, mon père étant à l'hôpital et ma mère étant en clinique. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté, les différentes mentalités, les modes de fonctionnement professionnel, avec toujours cette dichotomie public-privé, intéressant. Et oui, j'ai été baigné dans le médical toute mon enfance. Ouais. Et donc à un moment même, je connaissais très bien, autant que faire se peut, tous les produits d'anesthésie, quoi. On en parlait tous les jours à table, donc oui, je connaissais le listing de tous les produits qu'ils utilisaient au quotidien, quoi. Et quel type d'enfant t'étais ? J'en rigole parce que moi j'ai des enfants maintenant et puis c'est vrai que je les trouve assez turbulents et ma mère me disait, donc là je peux pas m'en souvenir, que moi j'étais calme étant petit, très petit. Par contre là où je commence et j'ai un petit peu de souvenirs, c'est au niveau de l'adolescence, des études et tout ça. J'étais un petit peu turbulent, voire même franchement turbulent. Sur les bulletins scolaires, il y avait souvent élèves
élève à potentiel ou élève bon, mais serait bien meilleur s'il était concentré ou s'il arrêtait de bavarder. C'est vrai, moi, ce qui me faisait marrer à l'école, c'était de faire marrer les copains, quoi, et puis oui, et puis de déconner un peu, quoi. Donc c'est vrai que j'étais globalement un bon élève au niveau des cours, au niveau des notes, mais en termes d'attitude, j'ai passé quand même quelques conseils de discipline et autres, quoi. Et c'est vrai que j'ai un souvenir en fait de toute la scolarité qui était très compliqué au niveau des réunions parents-prof, quoi. En fait, à chaque fois, j'avais peur de ces réunions parents-prof parce que je savais que le prof, il allait transcrire à mes parents mon attitude en cours et qui n'était pas forcément parfaite, quoi. Les notes qui arrivaient à la maison étaient très correctes. Voilà, pas exceptionnelles, mais plutôt correctes. Et par contre, et c'est ce qui me sauvait d'ailleurs, mais par contre, l'attitude aurait pu être meilleure, quoi. Et tu as des exemples un peu peut-être à nous donner, je sais pas, de bêtises que tu aurais pu faire, par exemple? Ouais, c'est surtout du bavardage, des petites punchlines qui pouvaient être envoyées en cours, des conneries d'enfants, quoi, des jeux de sarbacane, à la cantine. Tu chahutes un peu. Il m'est arrivé 1 ou 2 fois de me retrouver dans l'arrière-cuisine à manger tout seul, quoi. Et parce que j'avais déconné à table avec les copains, quoi. Non, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu une éducation quand même assez stricte. Et donc, je connaissais quand même les limites graves à pas dépasser, quoi, et les choses vraiment graves à ne pas transgresser. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça, entre guillemets, jamais tourné vraiment trop vinaigre, parce que j'allais pas trop loin non plus, quoi. J'étais pas facile, mais j'allais jamais trop loin, quoi. Et peut-être que tu avais une éducation un peu stricte qui faisait que quand tu sortais en dehors de chez toi, tu te lâchais un peu? Ouais, complètement, ouais. Et complètement. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que quand on a dû décider du lycée, moi je suis parti à l'internat. Et l'internat, c'est une des bonnes choses qui me sont arrivées dans la vie. Bon, comme toi, je l'ai appris sur un de tes épisodes, je suis fils unique, moi également. Et pour autant, j'ai jamais été solitaire. Et l'internat à La Roche, au lycée Saint-Joseph, c'était vraiment quelque chose de cool, quoi. Et pourtant, à l'internat, ça doit être quand même assez strict. Ouais, un peu strict, mais toujours moins strict qu'à la maison. Et donc, ouais, l'internat me permettait de rigoler et de déconner, peut-être un peu plus qu'à la maison, quoi. Et donc je ne l'ai pas du tout vécu comme quelque chose de rigide ou de strict, quoi. Et à quel point c'était strict, du coup, l'éducation de tes parents? Rien de dramatique, mais les choses étaient carrées, et puis vraiment du basico-basique, quoi. On débarrasse la table, on s'habille, on se fait les cheveux, on fait son lit, machin. Un truc tout bête, si mon lit était pas parfaitement fait à l'internat, je me faisais pas engueuler, quoi. Alors qu'à la maison, j'étais bon pour refaire mon lit, quoi. Voilà. Et puis c'est des petites choses comme ça, mais qui ont fait que c'était un petit peu plus cool en dehors de la maison. Après, le fait que ça soit strict, rigide et encadré à la maison m'a fait énormément de bien pour ma vie en général, quoi. Enfin, je veux dire, mon bureau, mes dossiers sont relativement carrés, je pense, et je pense que la rigueur professionnelle dont je fais preuve aujourd'hui, elle est plus liée à mon éducation qu'à ma formation professionnelle, en fait. Et est-ce que le fait justement d'avoir grandi dans un environnement strict, c'est quelque chose que tu as reproduit après avec des enfants, ou au contraire, t'es plus cool? Alors là, joker, dans le sens où, franchement, être parent, c'est quelque chose qui s'apprend sur le tas, là aussi. Et c'est ce qu'on dit, avant d'avoir des enfants, tu as des principes ou des valeurs, et puis après, tu as des enfants, quoi, ou un truc du genre. Donc en fait, pour être très clair, tu fais ce que tu peux. J'essaye quand même de reproduire un modèle assez encadrant et strict, j'aime pas le terme, mais il y a beaucoup de littérature et de blogs et plein de choses sur le sujet, sur l'éducation. Il n'y a pas de méthode parfaite, tout le monde se pose des questions. Est-ce qu'il faut dire non aux enfants? Est-ce qu'il faut les laisser s'épanouir? Personne n'a la recette parfaite, on essaye d'éduquer les enfants un peu comme on le sent. Je n'ai pas encore la recette miracle, comme je disais tout à l'heure, les miens sont assez turbulents, et c'est vrai que quand tu as des enfants turbulents, faut les cadrer, et pour cadrer, faut être un petit peu strict de temps en temps. Voilà, on fait ce qu'on peut, on bricole pour l'instant. Tu disais que tu étais relativement bon élève. Du coup, c'est quoi pour toi bon élève? Parce qu'en fonction des personnes, on peut avoir des personnes pour lesquelles c'est 10 et d'autres c'est 15. Donc toi, c'était quoi à peu près les notes que tu avais? Alors, c'est relativement simple. Moi, mes parents ont toujours voulu que je sois bon élève, forcément, je pense que tous les parents le souhaitent, mais dans le sens où ils me demandaient jamais mes notes, enfin, ils me demandaient, mais ils me disaient, et surtout les autres, ils ont eu combien?
quel est ton classement, quoi. Et mon père m'a toujours dit, il serait bien que tu sois dans les 10-20% premiers, quoi. Et c'est vrai que toute ma scolarité, ça a été, en fait, que ce soit dès le collège, lycée, et même dans les études sup, ça a toujours été essayer d'être dans le peloton de tête. Et d'ailleurs, j'avais jamais les capacités à être tête de classe, premier de classe ou major de promo. Mais par contre, j'avais les capacités, sans trop de difficultés, à être dans le peloton de tête. Et donc, je faisais ce qu'il fallait, suivant les années, suivant les matières, suivant les examens. J'avais plus ou moins d'efforts à faire, mais j'arrivais globalement à tout le temps être dans le premier dixième, quoi. Voilà. Et je me souviens, au collège, j'étais jamais le premier de classe, mais j'étais toujours troisième, quatrième ou cinquième, quoi. Et ça m'allait très bien, quoi. Et est-ce que le fait d'avoir des objectifs comme ça de tes parents, tu vivais comme une pression, ou c'est quelque chose peut-être aussi qui te poussait? Comment tu voyais la chose? Non, c'était pas du tout une pression, dans le sens où en fait j'y arrivais assez facilement. Et en plus, enfin j'y arrivais facilement, c'est un peu prétentieux, mais mes parents mettaient en œuvre des choses pour que j'y arrive. Très concrètement, moi dès la CM2, en fait, je suis parti chaque été, une semaine ou deux en Angleterre, par exemple. Ça, c'est un truc qui a forgé un petit peu ma scolarité. Et donc, l'anglais, déjà, posait aucun problème. Voilà, forcément. À côté de ça, moi j'ai fait, on y reviendra peut-être, mais j'ai fait un bac S option maths parce que, entre guillemets, c'est ce que mes parents voulaient que je fasse et puis j'avais les capacités de le faire. Et donc, c'était entre guillemets la voie royale qui laissait toutes les portes ouvertes, donc j'ai fait ça. Et pour être sûr d'être bon en maths et en physique-chimie, et une fois de temps en temps, alors c'était pas tout le temps, mais une fois de temps en temps, j'ai pris quelques cours particuliers, tu vois. Et forcément, quand on te donne cette chance-là d'avoir 2-3 cours particuliers en plus, forcément, tu arrives à aller choper 13, 14, 15 sans trop de difficultés en maths physique, quoi. Enfin, pour ma part, quoi. Et donc, c'est pour ça que c'était pas une pression outre mesure parce qu'on me donnait les moyens d'y arriver, quoi. Et du coup, tu as dit que tu étais plutôt bon élève. Est-ce que tu avais déjà une idée de ce que tu voulais faire ou pas comme métier? Est-ce que tu voulais déjà être expert comptable? Alors, là, très très vaste sujet et très compliqué parce que j'avais pas franchement d'idée de ce que je voulais faire. C'est marrant parce que j'ai un copain qui est parti avec moi au lycée à Saint-Jean en internat à La Roche. Lui, depuis qu'il avait 10 ans, il savait qu'il voulait faire veto, quoi. Et il a mis en marche tout ce qu'il fallait pour arriver à son truc. Et maintenant, il est veto, il est ultra épanoui. Moi, c'est un truc, j'aurais aimé, hein, mais ça ne m'est jamais arrivé. Et jusqu'à l'âge, et là, on va en reparler tout à l'heure, mais jusqu'à l'âge de 21-22 ans, je savais absolument pas ce que je voulais faire de ma vie, quoi. Et post-bac, justement, j'ai fait différents choix, différents concours qui sont archi différent, quoi. J'ai pas répondu à ta question. C'était quoi la question juste avant? La question, c'était est-ce que tu avais une idée de ce que tu voulais faire? Oui. Et donc, clairement, pas d'idée. Et justement, alors, à défaut de savoir ce que tu veux faire, ce qu'il faut, c'est essayer de découvrir ce que tu veux pas faire, quoi. Et donc, j'ai fait des jobs d'été et j'ai fait des stages au cours donc, de mes études supérieures et un petit peu en fin de lycée, et des jobs d'été qui m'ont permis justement de dire non, mais ça, travailler à la chaîne, mettre des brioches sous vide la nuit, c'est quelque chose que je veux pas faire toute ma vie. C'est génial comme job d'été, et encore, t'es un peu fatigué le lendemain, mais c'est quelque chose que je veux pas faire, etc., etc. Et j'ai fait un peu par élimination. Il faut pas se mentir, mon choix professionnel a été aussi en grande partie dicté par mes parents, quoi. Dans le sens où, comme tu savais pas du tout quoi faire, peut-être que c'est eux qui t'ont aiguillé un peu à te dire, voilà, les voies que tu pourrais prendre, tout ça. Ouais, c'est ça. Et, les termes ils sont très subtils à employer. Ils m'ont gentiment guidé et orienté. Ils m'ont pas dit tu vas faire ça, mais ils m'ont dit ça serait quand même vachement bien si tu faisais ça, quoi. Et très honnêtement, ils connaissaient mes qualités et mes défauts et ils ont réussi à m'orienter vers quelque chose, je pense. Quelque chose en l'occurrence. Ils t'ont pas orienté vers le domaine médical. C'est pas que mes parents, on y reviendra, mais en fait, ce qu'ils voulaient mes parents, c'est deux choses. Un, que je trouve un vrai métier. Quand je dis un vrai métier, c'est que voilà, tu as une infirmière et puis un médecin. Si tu veux, si ton fils il peut devenir banquier, notaire ou plombier, enfin un vrai métier, tu vois, ça leur parlait. Et là, on y reviendra, mais quand j'ai fait une école de commerce, donc je suis parti à l'ESCA à Angers, ça leur a fait un petit peu peur pendant la scolarité parce que une école de commerce, en fait, ça prépare à... Ouais, très généraliste, ça prépare à plein de choses et à des métiers très concrets, expert comptable en est un,
comme des métiers responsables du digital chez Orange. Ah bah, oui, c'est pas, mes parents, ça leur parlait pas du tout et ça les faisait flipper un petit peu, quoi. Ouais, je pense comme beaucoup de métiers où des fois on sait pas vraiment ce qu'il y a derrière. Donc, Exactement. Et donc le gros dilemme en fait, et ça a été accentué par le fait que j'avais un an d'avance. Avoir un an d'avance, c'est un des trucs qui a été le plus bénéfique dans ma vie et dans ma scolarité, quoi. Parce que en fait, quand tu parlais de pression tout à l'heure, en fait, j'avais jamais la pression grâce à cette année d'avance. C'est-à-dire que si jamais je me plantais de chemin ou je me loupais une année, entre guillemets, je retombais avec des gens de mon âge, donc pas de drame, je prenais pas un an de retard. Tu vois, j'ai toujours eu cette soupape de sécurité et on y reviendra, mais cette année d'avance, c'est ce qui m'a permis aussi pendant mon école de commerce de prendre une année de césure. Et donc, c'est une année gratuite où j'ai pu faire des choses super intéressantes et puis mûrir mon projet professionnel, quoi. Et oui, pour répondre à ta question de tout à l'heure, le choix était tellement, entre guillemets, incertain et non fait. Quand j'ai dû faire les choix post-bac, j'ai présenté 3 choses radicalement différentes, à savoir, j'ai préparé donc le concours de médecine militaire, parce que forcément, environnement familial, médical, mais mes parents avaient bien conscience quand même que j'aurais eu beaucoup de mal à faire la fac. Parce que pas forcément assez mature, parce que j'ai pas de cadre, et puis j'étais pas un gros bosseur. J'ai beaucoup fonctionné quand même sur les acquis, sur le talent, en bossant un petit peu, mais j'étais pas un méga bosseur, quoi. Et faire 10 heures de bachotage comme il faut le faire en médecine générale, quand je dis générale, fac, incapable de le faire. Et donc on s'est dit, tiens, pour autant, être médecin comme papa, ça serait pas mal. Et donc médecine à l'armée, ça serait bien. Parce qu'en plus, l'armée, moi, c'est quelque chose qui me parlait. Le cadre, le sport. Et puis, ouais, c'est que vraiment, l'ambiance militaire, c'est quelque chose, moi, qui me convenait bien. Et très clairement, j'étais parti pour faire médecine militaire, quoi. Donc j'ai passé le concours, j'ai fait ça. Pour la petite anecdote, le concours de médecine militaire, il est super tôt dans l'année. Et donc, en fait, tu as des maths, de la physique, une dissertation, enfin tous les concours classiques, je me souviens plus exactement ce qu'il y avait, mais tout ce dont je me souviens, c'est que le concours est super tôt dans l'année et je suis tombé en maths sur un sujet que j'avais pas encore vu à l'école, quoi. Et donc en fait, j'ai pris 3 sur 20 en maths, voilà, et donc j'ai raté le concours de médecine militaire à 1,5 point ou 1 point, parce qu'en sport c'était bien, en français c'était bien, en anglais c'était bien, le reste c'était bien, mais j'ai loupé à rien, quoi. Et en fait, et c'est là où tu te dis que la vie, entre guillemets, peut basculer du tout au tout pour rien, c'est que si j'avais eu le concours de médecine militaire, il y a de fortes chances, enfin c'est sûr, j'y allais, quoi. J'y allais, et compte tenu de l'environnement familial et militaire, je pense que j'aurais pu réussir à aller au bout, très logiquement, quoi. Et donc aujourd'hui, je ne serais pas du tout expert comptable, je serais certainement médecin quel qu'il soit militaire, et voilà, donc comme quoi ça ne se joue pas à grand-chose. Et donc les autres choix que j'avais faits, c'était la fac privée de sport à Angers. Alors ça, entre guillemets, mes parents m'avaient autorisé. Ouais, alors quand je dis fac privée, c'est l'IFEPSA, l'Institut... je me souviens plus de l'acronyme, mais en gros, ça te prépare à travailler dans le sport et c'est une école privée à Angers. Un peu comme STAPS. Exact, c'est exactement ça, exactement. Et donc, mes parents m'avaient autorisé à passer le concours. Et d'ailleurs... c'est marrant ça, tu dis autorisé. Alors, quand je dis m'avaient autorisé, c'est qu'ils m'ont dit très clairement, hein, ok, tu vas passer le concours, tu vas être content, tu vas voir si t'es pris. Et puis, ça, de toute façon, ça te permet de t'entraîner, de passer le concours, c'est très bien. Par contre, tu n'iras pas là-bas, quoi. Et voilà, et hasard des choses a fait que d'ailleurs le concours s'est très bien passé. Je crois que je suis arrivé très bien classé, 2e ou 3e sur ce concours-là. Mais quand bien même, mes parents m'ont dit, c'est très bien, t'as bien performé, bravo, mais par contre, tu feras pas ça, quoi. Tu feras pas ça. Peut-être parce que quand on est prof de sport, je sais pas, c'est pas forcément un métier intellectuel, entre guillemets. Il y a un peu de ça, et puis le sport, c'est pour s'amuser le week-end ou le soir, mais c'est pas un métier. C'est pas sérieux. Ouais, c'est pas sérieux, ouais. Et puis, voilà, et puis les dernières options que j'avais post-bac, c'était école de commerce post-bac, j'ai fait le concours Access, qui est un concours en fait qui permet d'intégrer à l'époque, alors ça s'appelle peut-être plus Access, mais l'école d'Angers, l'ESCA, et puis l'IESEG à Lille. Et j'avais fait les portes ouvertes, j'avais trouvé ça vraiment bien. Et encore une fois, tu vois, ne sachant pas ce que je voulais faire, cette école de commerce généraliste continuait de laisser des portes ouvertes. Et donc, comme avec le bac S. Ouais, exactement. En faisant le bac S, je pouvais faire à peu près tout. En faisant l'école de commerce à Angers, qui était plutôt renommée, qui est dans les grandes écoles et avec un bon réseau d'anciens, globalement, on devrait réussir à trouver un métier, une porte de sortie derrière. Voilà. Et j'avais également postulé pour prépa école de commerce,
Mais là, en espérant justement grandement. Alors, j'étais pris parce qu'on était sur dossier, ça le faisait, mais il fallait surtout en fait que je valide le concours d'entrée à l'ESCA, à l'école de commerce d'Angers ou à Lille, pour justement aller dans ces deux écoles. Parce que tout comme j'aurais été incapable de faire la fac de médecine, j'aurais eu beaucoup de mal à prendre 2 ans de prépa école de commerce à bachoter, j'aurais pas supporté. Et en plus, tu as la possibilité dans tous les cas de réintégrer l'école de commerce en passant par une prépa par exemple ou avec des passerelles. Ouais, bah d'ailleurs c'est le gros argument qui est avancé par ces écoles, c'est que quand tu valides le concours de l'ESCA ou de l'IESEG et que tu rentres dans cette école, tu sais que tu rentres dans cette école. Alors que quand tu fais une prépa école de commerce, derrière, tu passes ton concours, mais tu postules, mais derrière, tu peux potentiellement atterrir dans différentes écoles que tu choisis, mais pas totalement. Alors que là, tu dis, je prends l'école d'Angers, j'arrive à l'école d'Angers. Tu vois, quand tu fais une prépa commerciale, tu as une incertitude quand même sur l'atterrissage final, quoi. Donc là, au moins, je savais que je faisais cette école. Tu avais quand même un concours post-bac à passer, peut-être avec des oraux Ah oui, c'était justement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est le concours qu'on appelait Access à l'époque. Alors, je ne sais plus, il doit y avoir un nouveau nom, mais je suis contacté d'ailleurs régulièrement par des mamans dont les enfants passent le concours aujourd'hui. Et en fait, il y a un concours écrit, et derrière, tu es admissible aux oraux. Et puis derrière, tu vas passer les oraux. Ça doit être quand même peut-être plus facile à avoir que quand on passe par une prépa. Non, le concours, il est hard. Le concours post-bac, il est hard, et je crois qu'on était sur un ratio de 1/10, un truc du genre. Après, c'est comme tout. Il y en a qui se pointent sans trop préparer. Ouais, exactement. Et c'est comme tout. À partir du moment où, t'es pas trop bête et t'es plutôt cortiqué, et puis 2, que tu prépares, déjà, tu augmentes grandement tes chances d'y arriver. Entre, par exemple, un mec qui est très intelligent, très fort, mais qui a rien préparé, c'est le genre de concours. Il y a de telles spécificités que si tu as préparé déjà, dis-toi, il y a peut-être des gens t'es forcément mieux que tous ceux qui n'ont pas préparé. Quoi, donc, en école de commerce et qui, eux, ne veulent pas y aller et donc qui n'ont pas révisé ou qui vont faire exprès de louper le concours, entre guillemets, pour ne pas y aller. Ouais, c'est pas faux du tout ce que tu dis. L'école d'Angers, l'ESCA, a été renommée en partie pour un réseau des anciens assez fort, avec des fils d'entrepreneurs de renom qui postulaient pour rentrer. Hasard des choses, tu vois, il se trouve que mon collègue de promo et parrain de promo, c'est Bouygues. Tu vois, et j'avais Édouard Bouygues dans ma promo, quoi. Et ça, c'était un peu la spécificité de notre école, c'est que t'avais 2-3 fils de stars quand même, quoi. Quand je dis de stars, d'entrepreneurs de renom, quoi. Et du coup, comment ça se passe le concours? Tu le réussis? Moi, j'avais été tellement enthousiasmé par la porte ouverte et puis l'accueil que j'avais eu quand j'étais allé sur place que je me suis dit, de toute façon, médecine militaire, c'est marron, c'est mort. Et il fait ça, j'irai pas. Donc, je veux pas aller en prépa non plus. Donc, il faut vraiment que j'ai le concours. Et donc, j'ai bachoté un petit peu. Comme tout concours, tu as des annales et compagnie. Donc, j'ai bachoté pendant 2-3 mois. Et puis, moi, le plus dur, je pense, c'était la partie écrite. Parce que derrière, en fait, sur la partie orale, globalement, ça m'a jamais fait trop peur. Et surtout, en fait, je le savais déjà à l'époque, mais encore plus a posteriori. Ce qu'ils cherchent, c'est des personnalités et des gens qui ont des choses à raconter et qui ont vécu des choses dans leur vie. Un peu compliqué quand on a 18 ans? Bah, oui et non, parce qu'en fait, moi, j'avais fait énormément de sport et de tennis, notamment étant jeune. Mais genre beaucoup, relativement bon niveau. Peut-être que tu faisais un peu, je sais pas, des championnats, des concours. Ah oui, bah, à une époque, vers 14-15 ans, c'est posé la question de partir en sport-études et puis de bifurquer pour faire du tennis ma vie. Mais c'était pas un vrai métier. Exactement, et là aussi, je me souviens comme si c'était hier d'un rendez-vous qu'on avait eu avec mes parents au tennis club des Sables, et où on avait les conseillers techniques régionaux de tennis qui représentaient le sport-études au CREPS et qui nous faisaient la proposition de m'intégrer, machin, et on s'était posé la question, mais on n'était pas allé au bout du truc, quoi. T'es pas passé loin de devenir tennisman? Oui, non, parce que j'ai poussé le tennis relativement loin, hein, quand même, et donc j'ai bien conscience de mes limites et de ce qui aurait manqué pour être au bout. Et là-dessus, mes parents n'ont pas forcément raison sur tout, mais là-dessus, je pense qu'ils ont bien eu raison de me dire non, faut pas que tu tentes de faire tennisman professionnel, parce que il y a 2 points principaux. On fait une digression là, mais il y a 2 points principaux qui auraient bloqué tôt ou tard. C'est le physique, je pense, parce que quand
je suis parti aux États-Unis pour jouer et que j'ai beaucoup joué, je suis rentré un peu cassé physiquement quand même. Et donc, la carrière, elle tient pas à grand-chose. Et puis, il y a un truc dont les gens ne soupçonnent pas la difficulté, c'est le mental et le psychologique au tennis. Et c'est un truc... Comme dans tous les sports, non ? Oui, dans tous les sports, mais particulièrement au tennis, où tu es certes face à un adversaire, mais il y a 2 adversaires sur un terrain de tennis. Hein. Il y a le mec en face et puis il y a toi et ta tête, quoi. Et c'est très dur. C'est très, très dur. Il y a l'endurance aussi. Ouais, après, c'est un sport qui est compliqué et il y a une formule qui me fait marrer que le conseiller technique régional de tennis Pays de Loire a utilisé à une époque. Il dit le tennis, c'est un des sports où il y a le plus de fous ou le plus de mecs qui deviennent fous, quoi. Et c'est vrai, en fait, sur le terrain, Benoît Paire en est un exemple parlant. Tu peux devenir complètement maboule. C'est très dur, quoi. Oui, parce que quand tu perds, tu peux te dire soit, entre guillemets, c'est la faute de l'adversaire parce qu'il est plus fort, ou soit c'est de ma faute parce que je suis nulle. Donc en fait, tu peux avoir les 2 côtés. Ouais. Et puis tu peux avoir des comportements complètement pas rationnels du tout, quoi. Et là-dessus, moi, j'étais justement un très mauvais exemple. J'estime être quelqu'un de très gentil et bienveillant en dehors du terrain et dans la vie en général. Autant sur le terrain, j'étais un peu un con. Un peu infect. Ouais. Et les euros, du coup ? Ouais, et donc, oui, pour revenir aux euros de l'ESCA, en fait, et j'avais également le fait que j'allais en Angleterre tous les ans. Tu vois, déjà, et j'avais pas une stratégie, mais je m'étais dit, si jamais le jury, j'arrive à les emmener sur ces 2 sujets-là, c'est gagné, quoi. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, plus ou moins. Pendant l'entretien individuel, on a parlé tennis pendant un quart d'heure, on a parlé mes séjours en Angleterre pendant l'autre quart d'heure, et puis voilà, c'était plié, quoi. Enfin, c'était plié pour cette partie-là. Après, il y avait d'autres choses. Oui, il y avait aussi un entretien d'oral en anglais. Donc là, pareil, l'oral en anglais, à partir du moment où tu savais parler, là, c'est ce qui s'est passé en 5 minutes. La personne, elle voit globalement que tu balbuties pas trop mal en anglais. Et donc voilà, elle te met 14, 15, 16, c'est bon. Donc, alors, tu es pris, et quelle est ta réaction à ce moment-là ? Et pareil, la réaction de tes parents, parce que ça reste quand même des études assez généralistes. Alors mes parents, ils sont contents parce que ça reste quand même, et ça l'est toujours, une école qui est cotée, hein, donc c'est très positif. C'est positif dans le sens aussi où, entre guillemets, on gagne du temps. On gagne du temps pour trouver ce vers quoi je vais me destiner professionnellement plus tard, puisqu'on ne ferme, entre guillemets, aucune porte. Et puis ils sont contents parce qu'à Angers, c'est pas trop loin. Et puis non, et tout le monde était content. Moi, Angers, c'était une très belle ville étudiante. Puis moi, la grosse chance aussi, et ça, c'était le top, et ils nous écouteront peut-être, mais c'est que moi, j'ai 2 très bons copains de tennis que je connais depuis que j'avais 10 ans. Sauf que tu vois, entre 10 ans et le moment où tu rentres en école de commerce, il peut y avoir beaucoup de chemins différents. Et là, au contraire, nos chemins se sont recroisés et on a été admis tous les 3 à l'ESCA. Et donc, j'ai 2 bons copains, Alexandre et Thibaut, qui se sont retrouvés à l'ESCA la même année que moi, en première année. Voilà. Et donc, ça a été le début d'une aventure étudiante très sympa, on va dire. Et quel type d'étudiant t'étais alors ? Est-ce que c'était plutôt un fêtard ? Parce que tu nous as dit que tu n'étais pas forcément un gros bosseur, et on connaît la réputation des écoles de commerce. Le souci, mais c'était pas un souci, c'est que c'était le prolongement un petit peu de l'émancipation et puis de l'internat. Tu vois, je suis parti de chez moi, je suis allé à l'internat, donc première émancipation, pas trop loin de la maison. Mais là, tu vas à Angers, donc un peu plus loin, t'as ton appart. Donc l'internat et l'appart, c'est pas la même chose, hein. Et donc oui, tu découvres la vie étudiante et il faut pas se mentir. Quand t'as validé le concours d'entrée en première année, entre guillemets, le plus dur est fait, quoi. Parce que comme on disait tout à l'heure, moi j'ai toujours été un élève correct, et donc pour se faire virer après en école de commerce, faut vraiment déconner, quoi. Donc moi, de toute façon, de par l'éducation que j'ai eue et tout ça, il était hors de question de faire faux bon à mes parents qui quand même payaient la scolarité et payaient... Ah bah oui, parce que c'était payant. Ah bah oui. Ouais. Et c'est ça aussi la chance que j'ai eue, c'est que les choix professionnels et scolaires que j'ai dû faire, en fait, ont jamais été dictés par des considérations financières. Et ça, c'est une grosse chance, quoi, parce que t'as beaucoup de parents, malheureusement, qui doivent dire bah non, mais l'école de commerce à Angers, s'il faut te payer la scolarité et puis l'appart qui va avec, bah, c'est mort, ça passe pas, donc tu feras pas ça, quoi. Tu vois, moi, les choix n'ont pas été dictés par ça, donc j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Quoique maintenant, il y a des bourses, etc., même dans les écoles de commerce, pour encourager les personnes qui viennent des milieux moins aisés.
Après, tu as quand même toujours le facteur où même si tu as des bourses et que les banques suivent derrière, parce que forcément, normalement, tu as un métier qui est un peu mieux payé à la sortie. En fait, quand tu viens d'un milieu moins aisé, tu vas même pas avoir l'école de commerce comme une possibilité, en fait, un peu en mode construction sociale, où ça va même pas être une option pour toi, alors qu'en fait, il y aurait des moyens de le financer. Ouais, t'as tout résumé. C'est exactement ça. C'est de toute façon possible. Mais bon, après, il y a quand même les dossiers de bourse à monter et tout ça. Il n'y en a pas non plus... voilà, il y a un petit pourcentage. Hein. Peut-être qu'au final, il n'y a pas tant de gens que ça qui demandent des bourses, parce qu'il faudrait déjà avoir l'idée de se dire c'est possible d'aller en école de commerce et ensuite j'ai le droit à une bourse, etc. Exactement. Ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup de personnes qui s'auto-censurent et s'auto-barrent cette possibilité. Ouais. Donc voilà, et donc je faisais ce qu'il fallait pour bosser correctement, ramener toujours des notes correctes à l'école. Après, plutôt team fêtard quand même. Hein, Avec les deux acolytes. Ouais, et oui, avec les deux acolytes. Et c'est vrai que c'était aussi notre force et ce qui fait que ça s'est si bien passé, c'est que en séminaire d'intégration, déjà, j'étais pas tout seul puisque j'avais mes 2 copains qui étaient là. Et puis après, de toute façon, en école de commerce, c'est vrai que la mayonnaise prend bien et puis tu te fais rapidement des copains. Mais c'est vrai que notre petit groupe, justement, a fédéré pas mal de personnes autour et on faisait bien la fête. Et ce que je disais en me remémorant des choses, c'est que de temps en temps, on parle souvent des soirées du jeudi soir en école de commerce. Ouais. Non, mais c'est pire que ça. C'est que je me rappelle que des fois, les soirées elles commençaient le dimanche soir. Quoi. Tu rentrais à Angers avec ta voiture, avec le train et tu retournais à un. Puis les copains, ils étaient là, t'es rentré, t'es arrivé? Bon, allez, soirée, les gars. Et on était dimanche soir, quoi. Donc, t'enquillais le lundi. Après, encore une fois, question d'éducation, de valeur et tout ça, on n'a jamais ou très rarement manqué les cours. Les examens et les... comment on appelle ça déjà? Les partiels, exactement. Les partiels, on les a toujours bossés, des fois un peu trop au dernier moment, mais on a toujours... voilà. On n'a jamais vraiment... on déconnait beaucoup en soirée, mais on n'a jamais déconné avec les rendus de dossiers, les examens et tout ça, quoi. Et... Voilà, on a bien vécu, quoi. Et en école de commerce, du coup, tu découvres des nouvelles matières, vu que tu venais d'un parcours scientifique, tout ce qui est la comptabilité, la gestion, la finance, le management. Est-ce que c'est quelque chose que tu apprécies? Ouais, exactement, tu as tout résumé. C'est un peu toutes ces matières-là. Alors, comme souvent, en fait, l'appétence et l'affection que tu vas générer pour des matières va grandement être déterminée par le prof que tu as en face, quoi. Et on y reviendra justement sur la fin du cursus. C'est grâce au prof que j'ai eu que j'ai souhaité devenir expert comptable après, quoi. Mais oui, il y avait du droit, de l'économie, des cours de relations interpersonnelles, du management, des RH. Moi, ça me plaisait beaucoup parce que j'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale. Et donc, clairement, on était... à l'époque, c'était la blague tu vois, on dit tout le temps, l'expert comptable, il fait de la compta. Ouais, ok. Et l'école de commerce, c'est pour faire du commerce, c'est pour faire de la vente. Mais non, l'école de commerce, c'est l'entrepreneuriat au sens large. Et moi, ça me plaisait beaucoup. Ce qu'on nous apprend surtout, et ce qu'on a appris à l'ESCA, et ce qu'on nous apprenait, c'est de savoir rechercher, de savoir analyser, trianguler les sources, des notions aussi très généralistes, des notions de comportementales. En fait, c'est un peu la marque de fabrique de l'ESCA, c'est qu'on crée des gens adaptables, qui globalement comprennent les choses, savent chercher et savent s'adapter, quoi. On ne crée pas des ultra spécialistes, alors sauf sur la fin de cursus où moi à la fin de cursus j'ai fait un cursus d'expertise, donc forcément on se spécialise là-dessus. Mais c'est vrai que la marque de fabrique, et c'est ce qui ressort souvent quand on en parle au quotidien, c'est des gens adaptables et généralistes, ouais. Et du coup, dans ton école de commerce, je suppose que tu as dû faire des stages. Alors, je ne sais pas si tu en as fait en première année, mais peut-être est-ce que tu peux nous expliquer un peu où est-ce que tu as fait tes stages? Alors, quand tu es en école de commerce comme ça, tu as des stages tous les ans, si je ne m'abuse. De mémoire, première année, tu fais un stage découverte. Donc, stage découverte, comme son nom l'indique, tu essayes de te faire caser quelque part et puis tu découvres. Moi, j'avais fait mon premier stage au centre Ilium, enfin, c'était pas Ilium à l'époque, au centre Leclerc des Sables, au service culture, informatique, culture, au centre espace culturel, voilà, Leclerc. Voilà, j'ai découvert que je voulais pas bosser dans la grande distrie, même si c'était un stage très intéressant. En deuxième année, on fait un stage de vente. Moi, je suis parti chez Lexus Toyota à La Roche. Super stage. Exactement.
Ouais. Et moi, j'adore la bagnole, j'adore les voitures. C'est un secteur dans lequel j'aurais pu éventuellement travailler d'ailleurs, hein, tellement j'aimais ça. Super stage parce que j'étais sur le terrain à essayer de vendre des voitures, à réussir à vendre des voitures. Et c'est vrai que quand tu as 19 ans, 20 ans et que tu réussis à vendre ta bagnole, à vendre une voiture, c'est quand même un exercice qui est pas évident, mais qui est ultra formateur. Ultra formateur. Et c'est vrai qu'on le dit tout le temps, le cliché des vendeurs de voitures, moi je vois ça comme quelque chose de positif parce que il y a des techniques de vente, mais quand je dis technique, ça a un côté péjoratif, technique. Voilà, exactement. C'est vraiment des choses qu'il faut faire et pas faire dans le cadre d'une négociation commerciale. Et ça, tu l'apprends, je l'ai bien appris là-dedans. Et toujours en stage, troisième année à l'ESCA, je ne sais pas si c'est un stage obligatoire ou pas. Qu'est-ce que j'ai fait comme autre stage? Alors si, ouais, j'étais... je crois que c'était pas un stage obligatoire, mais je l'ai fait quand même. Je suis parti à Paris dans une petite boîte qui organisait des salons. Et puis c'était un stage dans l'événementiel, forcément. Et donc dans ce stage-là, j'ai fait à la fois du commercial, et c'était la partie la plus dure de ma vie, je vais y revenir. Et puis on a organisé le salon, et donc il y avait toute la gestion des 2-3 jours de salon, etc. Mais la partie en amont est vachement dure, parce que c'était donc la partie commerciale où j'appelais. C'est un salon en fait dans le digital, sur les nouvelles technologies, qui est un domaine qui me passionnait à l'époque et qui me passionne toujours. Et en fait, j'avais une base de données d'entreprise que je devais appeler et leur dire salut, on organise le salon Mobile Office à Paris-Versailles le 2-3 septembre. Vous êtes une entreprise de la tech, du digital. Je pense que ça serait super bien que vous preniez un stand chez nous. Le stand, c'est 10 000 balles. Donc, tu l'as fait courte. Donc là, en fait, tu prends des cartons pleine face au téléphone sans cesse. Puis, au bout d'une semaine ou deux de cartons, tu arrives à avoir un deuxième entretien téléphonique. Et puis, tu t'améliores petit à petit. Et ça a été le stage de vente le plus hard et le plus dur que j'ai fait. Mais par contre, ça m'a appris une chose qui m'est méga utile au quotidien et que j'essaye d'inculquer aux collaborateurs, c'est savoir parler au téléphone, quoi. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui clairement s'apprend. Et moi, je l'ai appris à la dure pendant ce stage. Et ça m'a été super bénéfique, quoi. Et puis quand tu y penses, de toute façon, tu reçois comme tout le monde du démarchage téléphonique de temps en temps. Bon, tu vois la réaction qu'on a quand on se fait démarcher téléphoniquement. Déjà, c'est pas top. Et puis en plus, le produit que j'ai, il est dur à vendre. Je te vends 15 mètres carrés de salon, il faut que tu mettes un chèque de 25 000. J'ai plus du tout les montants en tête, hein, mais tu mets un chèque de 25 000 sur la table pour faire 2-3 jours de salon avec nous. Et oui, je peux te dire et te garantir qu'il y a tant de visiteurs et que ça va booster. C'est pas facile à vendre, quoi. Et donc, il faut vraiment faire preuve de persuasion, trouver ce qui va, le levier qui va marcher chez l'interlocuteur en question. C'est pas le même levier pour tous. Donc, ouais, en ça a été très dur, mais très formateur. La chance que j'avais, c'est que j'avais 1 an d'avance. Là, à cette époque, je savais toujours pas ce que je voulais faire. Forcément, hein, j'avais toujours pas eu de vocation ou quoi que ce soit. J'avais mes parents qui continuaient de me dire, tu sais, la finance, ça serait pas mal, la compta, c'est bien. Mais on évoluait aussi dans un autre, une autre époque au niveau économique et puis marché de l'emploi. C'était un des trucs qui a dicté mon choix, c'est de me dire aussi, il est hors de question que je me retrouve au chômage à la sortie, quoi. Et donc, le meilleur moyen de ne pas être au chômage, c'était de choisir un métier, la spécialisation finance, audit et expertise, où tu avais quasiment 100% d'emploi à la sortie, quoi. Et donc, c'est une des raisons qui m'a incité et guidé à partir vers la spécialisation audit expertise après mon année de césure, quoi. J'ai fait une année de césure justement entre le tronc commun. À l'ESCA, tu as un tronc commun de l'année, les 3 premières années. Et puis, tu as les 2 dernières années, années 4 et 5, où c'est ta spécialisation. Et moi, vu que j'avais 1 an d'avance et que j'étais encore sûr de rien, et que j'avais une belle opportunité qui se présentait à moi, j'ai fait un dossier en interne, un truc très simple, pour demander une année de césure. Et pendant cette année de césure, je suis allé justement en université américaine jouer pour le compte d'une équipe. C'est un truc, en fait, et ça, les sportifs tennisman français qui ont la possibilité de le faire, il faut le faire parce que ça a été l'expérience la plus incroyable de ma vie. En fait, tu pars pendant 6 mois, ou plus d'ailleurs, hein. Moi, je savais que je devais revenir, hein, mais moi, je suis parti 6 mois, tu pars tout frais payé,
moi, j'ai eu la chance de tomber dans une université et une équipe topissime, donc en immersion complète pendant 6 mois, avec une chambre d'étudiants là-bas. On partait tous les week-ends en match par équipe, rencontrer d'autres universités. En plus, quand tu es aux États-Unis, que tu es le petit français, que tu joues dans l'équipe universitaire, tu es un peu le chouchou, que ce soit des profs. Et puis c'était une époque où, tu vois, zéro souci dans la vie, zéro souci financier parce que tout était payé là-bas, zéro souci scolaire parce que tout ce que je devais, entre guillemets, valider à l'université américaine, je l'avais plus ou moins vu à l'ESCA à Angers, donc globalement au niveau des cours, c'était facile. Je suis rentré, là je parlais vraiment couramment anglais, clairement. J'ai énormément également, j'ai poussé justement le tennis un peu au summum de ce que je pouvais faire. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je suis rentré physiquement un petit peu cassé, parce que c'est vrai que les Américains ont beaucoup de qualités, mais au niveau préparation physique et tennis et tout ça, là c'était un peu marche ou crève, quoi. C'est-à-dire que tu bouffes l'entraînement, tu fais les matchs, machin, mais si tu as un petit pépin physique, t'as pas trop intérêt de te plaindre, ou si jamais tu te plains, on te donne des anti-inflammatoires et puis démerde-toi avec ça. Donc c'est pour ça que justement c'était très bien que ça s'arrête au bout de 6 mois, parce que mon dos et mon physique auraient pas pu encaisser davantage, quoi. Et donc, mais oui, expérience américaine incroyable. Et pour tout sportif qui peut le faire, on peut le faire dans d'autres sports, hein, d'ailleurs. Il n'y a pas que le tennis. On peut faire basket ou autre. En fait, tu as un organisme qui s'appelle GSC, Global Sport. J'ai mangé le nom. Enfin, c'est Marc Legris, j'ai mangé. Qui, en fait, se charge de mettre en relation des universités américaines et des sportifs français. C'est un agent de joueur qui va justement donc envoyer des sportifs français dans les universités. Voilà, il négocie avec le coach américain en disant voilà, j'ai un joueur français qui joue 0 négatif, il serait bien en numéro 1 ou 2 dans ton équipe pour la renforcer, est-ce que ça te dit de l'accueillir? Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les universités américaines, les coachs comme ça ont en fait un budget alloué pour, ils payent les fringues, ils payent le matos, ils payent la scolarité du joueur, etc. Et donc c'est comme ça que j'ai eu la chance de vivre cette expérience. Donc ça, c'était plutôt côté sport. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es spécialisé du coup dans la compta, la finance? Je te la fais courte. L'année de césure, donc j'ai fait ça, et puis j'ai fait un stage chez BMW à Munich après. Donc tu vois, j'ai fait 6 mois aux États-Unis et puis après direct en Allemagne. Donc là, c'était un peu grand écart. Et c'était pas de la vente chez BMW? Non, alors c'était pas de la vente. Là, j'ai eu un ancien de mon école, donc de l'ESCA, qui a eu la gentillesse de m'accueillir en stage. C'était planification des ventes monde. Donc on travaillait au siège à BMW Moto à Munich. Alors, méga boîte, incroyable. Et là, justement, ça fait partie des stages super intéressants parce que j'ai su ce que je voulais pas faire, quoi. Mais non pas que le stage était nul, j'ai appris plein de choses, voilà, mais ça me correspondait absolument pas, quoi. C'est-à-dire que faire du fichier Excel toute la journée pour essayer de voir combien de motos on va vendre au Liechtenstein en 2025, et puis donc ajuster la prod, ça me correspondait absolument pas. C'était très carré, rigoureux, fort ce qu'il faisait, mais ça me correspondait pas. Après, c'est marrant ce que tu dis sur remplir des fichiers Excel toute la journée, parce que c'est un peu le cliché qu'on a de l'expert comptable. Ouais, sauf que là, sur le stage en question, c'était vrai. On avait beaucoup de fichiers Excel. Mais là, la force du truc, encore une fois, c'était l'expérience humaine qu'il y avait autour, quoi. La vie à Munich, les autres Français qui étaient avec moi en stage à Munich, BMW, une boîte incroyable. Voilà. Et après cette année de césure, donc pour finir, je me suis dirigé vers le cursus audit expertise à l'ESCA. Et c'est là que ça a été la révélation, entre guillemets, parce que j'ai eu des profs, notamment deux profs experts comptables incroyables, Fabrice Zarca et puis Joël Boisgontier. 2 experts comptables assez différents l'un de l'autre, mais vraiment des super professionnels. Et en fait, ça n'a pas été plus compliqué que de me dire, quand j'ai vu ces mecs-là, j'ai dit, moi, je veux devenir comme eux, quoi, en fait. Donc, en fait, le déclic, tu l'as eu plutôt... après, ou toi, tu es allé dans ce cursus parce que tes parents te disaient que potentiellement ça te correspondrait, et finalement, c'est là que tu as eu le déclic. Exactement. C'est très bien résumé. Je suis allé là-dedans parce que, mes parents m'ont incité à aller là-dedans, et ils ont eu en grande partie raison.
Et puis 2, parce que c'était une certitude que je ne serais pas au chômage à la sortie de ce cursus-là. Et puis après, pendant le cursus, grâce aux personnes que j'ai rencontrées, ça a été la révélation. Et après, directement, tu t'es dit, je vais aller au bout, je vais être expert comptable ? Ouais, direct. Quand j'ai vu Fabrice Zarka, qui avait son cabinet, qui donnait des cours, qui était un professionnel dynamique, pédagogue, sportif en plus, j'ai dit, moi, je veux devenir comme lui, quoi. Après, comme je te disais tout à l'heure, j'ai toujours eu l'entrepreneuriat un petit peu en moi, et c'est vrai que j'ai toujours eu cette vision de me dire, quand je serai expert comptable, ça me permettra 2 choses. 1, de m'installer où je veux en France, déjà, et puis 2, de créer mon entreprise de comptabilité et de conseil. Et c'est marrant ce que tu dis parce que je trouve que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, où souvent on nous parle du métier d'expert comptable, mais on nous dit très peu, vous allez être des chefs d'entreprise. Finalement, on nous dit, vous allez être des experts de la comptabilité, mais pas forcément des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Et moi, par exemple, j'ai plutôt la casquette chef d'entreprise, j'ai moins le côté technique, et après, il n'y a pas un profil qui est moins bon qu'un autre, c'est plus des profils qui se complètent, et ça peut être bien dans une logique après d'association d'avoir quelqu'un qui est plus un profil technique et quelqu'un qui est plus un profil d'entrepreneur, mais c'est vrai que finalement on en parle très peu de cet aspect-là. Alors que moi, entre guillemets, justement, la question s'est jamais posée parce que je le savais. Je ne sais pas comment on me l'a inculqué d'ailleurs. Peut-être de par la formation à l'ESCA et les 3 premières années. C'est-à-dire que moi, j'ai été d'abord formé à l'entrepreneuriat et au monde de l'entreprise. Et après, je me suis spécialisé au métier technique, exactement. Et moi, c'est moche, mais j'en rigole et il n'y a pas de honte à ça. Le jour où je suis arrivé en cabinet, j'étais incapable de passer une écriture comptable. Incapable. Par contre, et j'ai eu la chance d'avoir un super collègue en face de moi qui m'a tout appris le métier de collaborateur comptable. Par contre, j'étais capable de prendre le téléphone et d'appeler mes clients et de leur dire « Salut, ça va ? Est-ce que tu as besoin de moi ? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ?» Et ça, voilà, chacun ses qualités, ses défauts. Moi, j'étais nul en compta en arrivant. Après, ça se soigne. Mais par contre, tout ce qui est justement vente, savoir-être, empathie, humain, c'est quelque chose que j'ai bien appris à l'ESCA. Et que justement, la formation classique DCG, DSCG prépare à mon sens un petit peu moins. Et ça se soigne dans les 2 sens, puisque moi, je savais passer des écritures comptables, mais j'étais pas forcément une grande pro du téléphone. En tout cas, il faut pas rester à se dire je sais pas faire et je saurai jamais faire. Il faut se faire un petit peu violence peut-être au début, et puis finalement, tout s'apprend. Et comment tu fais, toi, justement, je sais pas, pour aider tes collaborateurs à monter en compétences sur toutes ces parties-là de soft skills ? Ouais, je sais pas, il y a un truc tout bête, déjà, c'est le sourire au téléphone. Le sourire au téléphone, on l'entend très clairement, quoi. On l'entend peut-être au podcast aussi. Si, on l'entend pareil au podcast, justement. Et c'est ce que je dis aux collaborateurs et même à secrétaires et autres. Je dis, même un client qui vous énerve, qui vous en... vous souriez, vous vous forcez à sourire et ça va passer davantage, quoi. Et puis c'est super important. C'est super important parce que un truc tout con, on est en train de tout le temps se battre pour récupérer les pièces comptables, etc., etc. Et il y a 2 choses. Déjà, faut pas appeler les clients ou appeler le client uniquement quand tu as quelque chose à lui demander. Moi, c'est ce que je dis toujours aussi à mes collaborateurs. Quelque chose à lui vendre. Ouais, exactement. Alors, encore pire. Quelque chose à lui vendre, c'est le pire du pire. Quelque chose à lui demander, ça arrive. Mais ce qu'il faut, justement, c'est appeler les gens quand on n'a rien de particulier à leur dire. Comme ça, et ça, je le dis au collègue, comme ça, le jour où tu as quelque chose à lui demander, il n'est pas surpris de ton appel. Et déjà, il n'a pas un a priori négatif en train de se dire merde, il y a le comptable qui appelle. Exactement, il va encore me demander un truc. Et ça marche aussi dans la vie perso, parce que si on a des personnes qui nous appellent et qui nous demandent quelque chose alors que ça fait plusieurs années qu'on n'a pas échangé avec eux, il y a peu de chances qu'on donne suite. C'est exactement ça. Moi, je me souviens de mon père dans son bureau à l'hôpital. Moi, j'allais le voir à la sortie du collège tout le temps. Et souvent, il me disait tiens, tu vois, là, j'appelle machin. J'ai rien de particulier à lui dire. Je passe juste un coup de fil. Comme ça, le jour où je serai dans la merde ou le jour où il aura besoin de moi ou le jour où j'aurai besoin de lui, le lien, il sera encore là. Et voilà. Et ça, je le garde toujours en tête. Et c'est ce que je dis au collab. Essayez de ne pas appeler les gens uniquement quand vous avez besoin d'eux. Et est-ce que c'est pas compliqué aujourd'hui dans les cabinets ? Parce qu'on a plutôt tendance à dire que les collaborateurs en général sont surchargés. Donc, entre guillemets, on ne peut pas forcément trop se permettre d'appeler juste comme ça quand on n'a rien à demander. Enfin, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. Et peut-être comment on peut faire pour que les équipes soient moins chargées et puissent justement se dégager ce temps-là.
J'ai à la fois la solution et le problème. C'est-à-dire que je m'en rends compte, moi j'ai de moins en moins de temps aussi, et ce que je viens de raconter avant, j'ai de plus en plus de mal à l'appliquer, malheureusement. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, ou l'inverse. Par contre, il y a un truc qu'on a mis en place, une situation dans laquelle on va se retrouver à la rentrée qui est propice à ce genre de choses, c'est qu'on va être en situation de léger sureffectif, on va avoir un demi-collaborateur ou un collaborateur d'avance, et ça, normalement, ça doit permettre justement aux équipes d'être moins dans le jus et de prendre le temps de faire ce genre de choses. Voilà. Donc c'est une solution qu'on a. Et du coup, avec ton école, est-ce que tu avais des dispenses par rapport au DSCG ? Ouais, exactement. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait que j'ai réussi à aller au bout du diplôme. Oui, et je dis franchement, respect à tous les apprentis qui sont au cabinet et à tous ceux qui ont fait le cursus et qui font le cursus DCG, DSCG en straight, en initial. J'aurais été incapable d'avoir l'abnégation de faire tout ça sur 3 ans, puis 5 ans, puis 8 ans. Là, l'avantage, entre guillemets, c'est que... Alors, j'ai eu de la chance et de la malchance parce que moi, je suis arrivé en pleine période de la réforme DECF, DSCG. Donc, moi, j'ai mon DECF que j'avais réussi à valider. Voilà. Et le principe, bon, globalement, il était le même. C'est que l'école de commerce te donner quelques équivalences et puis il te restait 2, 3, 4 UE à passer en candidat libre et à valider, quoi. Et après, il y a la stratégie, c'est-à-dire que l'oral d'anglais, moi, j'avais tout intérêt à aller le repasser pour aller prendre une bonne note plutôt que de prendre un 10 par équivalence, quoi. Mais surtout, en fait, et là où tout le monde galère un petit peu, c'est l'UE 1 et 4, mais qui sont justement les UE qui étaient dispensés par Fabrice Zarka, l'expert comptable dont je t'ai parlé tout à l'heure, et qui est pour moi la référence quasiment nationale de la préparation à ces examens-là, quoi. Et en fait, à tel point, l'intégration fiscale, qui est un sujet assez technique, et voilà, me paraissait d'une simplicité et d'une limpidité évidente, parce que le gars avait une pédagogie exceptionnel, et donc ce que tu comprends bien, en fait, ça s'intègre beaucoup plus facilement, et donc derrière, pour les examens, ça déroulait, quoi. Après, malheureusement, tous les profs n'ont pas cette pédagogie, et donc il y a des matières qui sont un petit peu plus compliquées, mais c'est vrai que là, ça n'a pas été trop dur, parce que c'était bien enseigné et bien compris, quoi. Une fois que tu t'es spécialisé, peut-être que tu as fait 1 ou 2 stages Je me souviens plus si j'ai eu de stage en 4e année, je crois pas. Mais alors voilà, non, j'avais le stage de fin d'études, qui est en fait en théorie un stage de pré-embauche. Et puis comme beaucoup de personnes et de congénères, j'ai fait un stage dans un grand cabinet parisien, chez un big, exactement. On a plus des profils école de co, master CCA, souvent qui vont dans les bigs. On avait même en fait en interne à l'ESCA, il y avait le forum de l'audit, ils appelaient ça à l'époque. Et donc tu avais en fait tous les grands cabinets qui venaient, qui mettaient un petit stand et puis qui faisaient leur marché. Alors ça n'a aucun caractère péjoratif, hein, tout le monde était gagnant là-dedans. Sauf les petits cabinets. Ouais, tout à fait, sauf les plus petits cabinets. Mais la roue est peut-être en train de tourner à ce niveau-là. Mais c'est vrai que oui, tu avais Price, Mazars, KPMG qui venaient à l'école et puis qui prenaient. Voilà. Et d'ailleurs, mon choix, le destin a fait que ça a été un peu à l'image de toute ma scolarité. Toi, les meilleurs, ils allaient chez Ernst & Young, au KPMG. Moi, je suis allé chez Grant Thornton. Tu vois, du bon cabinet. Ouais, c'est pas vraiment un big. C'est pas le top du top, c'est pas pas les premiers de classe, exactement. C'est pas les premiers de classe, mais c'est juste derrière. Ouais, alors c'était une expérience géniale et dramatique, quoi. Et donc j'ai fait ça rue de Courcelles à Paris à l'époque. Et puis j'ai fait de l'audit pendant 5-6 mois à Paris. Tu disais dramatique ? C'était dramatique pour 2 choses. Alors, je comprenais pas trop ce que je faisais. Dans le sens où tout En fait, la chance qu'on avait, c'est qu'on intervenait dans des boîtes prestigieuses, quoi. Et je prends toujours l'exemple suivant, c'est que moi, j'ai travaillé pendant 2-3 semaines chez Ipsos, les instituts de sondage. On faisait le commissariat aux comptes, l'audit. Et j'étais censé cadrer le cycle trésorerie et tout ça, quoi. Et en fait, j'ai rempli des fichiers Excel, il y avait plein de zéros partout, des millions, il fallait cadrer les trucs, je comprenais. Mais faut se rappeler que je ne savais pas bien passer une écriture comptable, hein, voilà. Donc on me demandait de cadrer le cycle trésor. Alors c'est vrai que maintenant ça me fait rire, parce que globalement je maîtrise les choses, mais à l'époque je ne comprenais rien à ce que je faisais.
Et donc ça, c'était un petit peu problématique. Bon, par contre, attends, on était dans des super locaux, on avait accès à la cafette d'Ipsos. Enfin, matériellement parlant, c'était peut-être un peu assez... la pression de rester avec les autres. Ouais, c'était assez prestigieux et tout ça. Par contre, la grosse difficulté, c'est qu'il y avait, et ça, chacun a ses limites, hein, mais moi, j'ai besoin de 2 choses, beaucoup dormir et beaucoup de sport. Et quand tu es en grand cabinet d'audit parisien, moi, pour faire du sport, j'étais obligé d'aller à la piscine à 6h du mat ou à 5h30 du mat. Et puis, ouais, d'une part. Et puis, en plus, quand je rentrais de la piscine à 6h30, je savais pertinemment que le meilleur moment de ma journée était derrière moi, quoi. Donc, c'était un peu dur. Et puis, moi, ce qui m'embêtait là-dedans aussi, c'était... Bon, la vie parisienne ne me correspondait pas du tout. Et puis, les nocturnes encore moins, quoi. Surtout que quand tu es stagiaire, et ça c'est pas un reproche, c'est normal, je le vois, la difficulté, on l'a nous aussi au quotidien, c'est que faut s'occuper des stagiaires, mais tu peux pas non plus à 100% t'occuper des stagiaires. Et donc des fois, moi j'avais fini mon taf ou pensé que j'avais fini mon taf, il était 17-18h, machin, et puis en fait tu étais obligé de rester avec les autres jusqu'à 19h, 20h. Ouais. Tu bricolais des trucs, t'étais plus ou moins utile, tu comprenais plus ou moins ce que tu faisais. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin de me sentir utile. Et c'est vrai qu'en ça, le grand cabinet d'audit parisien, c'était un peu dur pour moi, quoi. Mais au moins, je me suis rendu compte, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, tu sais pas forcément ce que tu veux faire, mais au moins tu sais ce que tu veux pas faire. Et moi, je savais que... Donc, tu disais que c'était un stage de pré-embauche ? Ouais, stage de pré-embauche. Non, je suis pas resté. Et en fait, je suis rentré, donc c'était la fin de la scolarité, je suis rentré et j'ai postulé en fait justement pour un job d'été dans un petit cabinet de province, un cabinet GECPO, Sable d'Olonne. Enfin, un petit cabinet, tu vois, une vingtaine, trentaine de personnes. Petit cabinet... Un petit cabinet de 200 personnes. Non, vraiment un petit cabinet à taille humaine, ambiance familiale, enfin un truc top. Vraiment top, pour justement apprendre le métier d'expert comptable de province, bien différent du métier d'auditeur en big à Paris. Et donc j'avais postulé pour un job d'été, et puis là le patron en fait m'a recontacté, et puis il m'a dit ouais, job d'été ça m'intéresse pas trop, mais tu vois c'était peut-être le début de la pénurie des collaborateurs. Ils m'ont dit par contre si jamais tu veux faire un bout d'aventure avec nous, on a un portefeuille client à reprendre là. Si tu veux, à la rentrée prochaine, c'est parti, quoi. Alors que tu savais pas passer une écriture comptable. Alors que je savais pas passer une écriture comptable, exactement. Ça fait peur. Tu avais l'impression que c'était simple, mais au final, tu savais pas passer les écritures. Ouais. Par contre, j'étais très modestement très très calé en intégration fiscale. Mais bon, c'est vrai que sur un portefeuille de PME de province, l'intégration fiscale, tu as 1 ou 2 dossiers dans le cabinet et généralement c'est l'expert qui le fait, quoi. Et donc j'accepte la proposition. Ça faisait plaisir entre guillemets à tout le monde. Mes parents, ils voyaient que j'allais vers un vrai métier. Moi, alors malheureusement, ça me faisait revenir au sable un petit peu trop vite. J'avais pour objectif de revenir au Sable d'Olonne, mais pas forcément si vite. Après, la vie est faite d'opportunités, et puis j'ai saisi cette opportunité-là. Et puis après, le cours des choses a été un petit peu dramatique parce que, en fait, il se trouve que le jour de mon premier jour au sein de ce cabinet, mon papa est décédé subitement le jour de ma première embauche. Et donc, ça a été une période archi compliquée parce que, forcément, un décès soudain. En plus, capacité professionnelle pour ma part assez limitée, mais au final, en fait, dans comment dire, cette période archi difficile, tout le monde s'est senti investi d'une mission, et notamment mon ancien patron, Jean-Yves Lecoin, que je salue s'il nous écoute, et qui indirectement s'est dit bon voilà, c'est un signe du destin. Je remplacerai jamais ton père, mais en tout cas, je m'engage à t'amener jusqu'au diplôme. Et puis on s'est tenu à ça, quoi. Il m'a fait progresser avec mon collègue de bureau. J'ai appris à faire le métier. Je leur ai appris d'autres choses que j'avais appris moi dans mes précédentes expériences. J'ai passé les UE qui me manquaient, j'ai fait le stage d'expertise comptable, et puis on a avancé comme ça ensemble pendant 4, 5, 6 ans, le temps de faire tout le cursus, de valider les UE, de faire le stage d'expertise comptable, et puis j'ai passé le diplôme dans ce cabinet-là. Ouais. Donc tu as tout fait d'un coup, tu t'es inscrit au stage directement ? Oui,
Oui, alors là, par contre, ça, c'était un trait de caractère dans ma vie. J'enchaîne les choses. Je suis pas là pour temporiser, quoi. Mais tu te sentais légitime quand même à être expert comptable stagiaire parce que finalement, quelques mois auparavant, tu savais pas passer une écriture. Ouais, mais alors... Mais tu connaissais l'intégration fiscale. Ouais. Alors, non, mais plus que l'intégration fiscale, j'avais, je pense, un savoir-être correct. Et donc, et d'ailleurs, c'est ce qu'il m'avait dit, mon ancien patron, Jean-Yves. Il m'a dit, bon, ton diplôme et tes machins, tu les poses sur le coin de la table et t'oublies, quoi. Et puis maintenant, t'apprends et puis t'écoutes, quoi. Et en fait, ça, il me l'a dit. Mais pour moi, c'était aussi une évidence. Et donc, l'intégration avec les collègues s'est faite correctement. Alors après, j'avais 20-21 ans, donc forcément, t'es pas toujours... Enfin, t'es parfois maladroit. Il y a forcément 2-3 anicroches par-ci, par-là. Mais j'ai eu un collègue de bureau exceptionnel qui, très modestement, m'admirait autant que je l'admirais. C'est-à-dire que moi, je respectais énormément tout ce qu'il savait faire. Et puis lui, il se disait « Oh putain, tu parles anglais et tout, tu parles allemand, tu sais parler marketing aux gens, moi je comprends rien à ça. » Donc tu vois, on s'est beaucoup enrichi mutuellement. Et c'est lui qui m'a formé pendant 2 ans, quoi. Mais c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que dans mon expérience dans ce cabinet-là, j'ai eu 2 ans où j'ai galéré, de par l'événement soudain dont j'ai parlé, et aussi et surtout parce que je connaissais rien, je savais rien faire. Donc 2 ans où j'ai galéré et j'ai beaucoup appris. 2 ans où ça a été bien pour tout le monde. Globalement, je faisais le taf. 2 ans après où j'ai beaucoup apporté au cabinet, je pense, modestement. Et puis après, où une fois que j'ai été diplômé, tu vois, c'est pas que j'avais plus ma place, mais c'est que j'étais tiraillé par le fait... Ouais, c'était un peu la fin d'un cycle. Moi, j'ai toujours eu, comme je te disais, l'envie d'entreprendre. Après, c'est devenu un cabinet où tu avais 3-4 associés aussi. Donc, même si j'avais Jean-Yves, qui était mon associé principal, qui m'a beaucoup suivi, il n'était pas seul à décider. Et donc, l'histoire a fait que... bon, je te la fais courte, mais... même si j'étais censé, entre guillemets, peut-être m'associer au sein de ce cabinet là-bas, la mayonnaise n'a pas pris à la fin du diplôme. Et il n'y a pas eu de... Moi, ce que je voulais, c'était entreprendre, c'était avoir de nouvelles missions, de nouveaux trucs. Et on restait quand même sur un cabinet, je ne vais pas dire à l'ancienne, mais tu vois, tradi, structuré, voilà. Ouais, exactement. Et donc... t'avais pas trop de place pour un mec disruptif tel que j'estimais l'être, tu vois. Et donc, soit je rentrais dans le rang et puis voilà, soit il fallait que je vole de mes propres ailes, quoi. Et puis, chose que j'ai décidé de faire, quoi. Et ton deck, tu l'as eu du premier coup ? Alors, le deck, je l'ai eu en 2 coups. Le deck, je l'ai eu en 2 coups parce que... Alors, moi j'espérais l'avoir en une fois. J'ai passé les 3 épreuves. Et jouer la compensation et tout ça, et notamment grâce au mémoire, le mémoire qui a été une grosse épreuve, enfin un des faits marquants de ma vie et un point positif dans ma vie. Le mémoire, c'est un gros investissement, et d'ailleurs c'est tellement un gros investissement que je pensais avoir une très bonne note, et je pensais pouvoir jouer la compensation, et ça n'a pas été le cas. Bref, et ton sujet ? j'ai fait mon mémoire sur le crédit d'impôt. Mon mémoire sur le crédit d'impôt métier d'art. Et en fait, le sujet du mémoire était très très simple. C'est mise. Ouais, non mais si. Alors, j'ai été inspiré par un autre mémoire qui a eu le prix du meilleur mémoire national d'ailleurs dans les années avant, sur le crédit d'impôt recherche. Et en fait, c'est tout simplement mise à disposition d'outils pratiques pour permettre aux experts comptables de faire eux-mêmes les missions de crédit d'impôt métier d'art, plutôt que de passer par des officines ou des cabinets spécialisés qui, certes, peuvent des fois faire très bien le taf, mais l'expert comptable, conseil principal du chef d'entreprise, s'il peut en plus accompagner son client sur le crédit d'impôt, qu'il le fasse. Ouais, exactement. Donc, j'ai bâti mon mémoire autour de ça. J'étais archi convaincu de la chose à 200%. Et donc... pour refaire l'histoire quand même courte, mon mémoire, ça a été compliqué parce que quand on a fait la notice, j'ai eu un premier retour de notice où l'examinateur m'a dit super, c'est pas parce que vous faites un petit sujet peu connu que votre sujet est original. En plus, ça se trouve, ça va être terminé dans 1 ou 2 ans, parce que tu sais, t'as toujours le dispositif est prolongé jusqu'à machin, et donc ça se trouve, ça va être fini, donc vous y allez si vous... Ouais, exactement, vous y allez si vous voulez, mais moi je trouve pas ça fifou, quoi.
Donc bref, ça a été très compliqué, je te la fais courte, mais au final, on est quand même parti là-dessus. Au final, j'ai eu un jury d'examen au mémoire costaud, puisque j'ai eu Martial Chadofo, le big boss du deck en face à la soutenance. Et donc voilà, j'ai fait ma soutenance, j'ai défendu le truc, j'ai fait du mieux que je pouvais, et puis au final, ça s'est terminé par un 10. Donc, j'étais à la fois content parce que... Ça voulait dire t'as le droit d'être expert comptable? Ouais, c'était bien et pas bien parce que ce 10, en fait, il me permettait de valider le mémoire. Donc déjà, c'est une bonne chose, hein. Moi, ma consoeur, enfin mon ex-co-stagiaire expert comptable, elle avait eu un 8 ou un 9, donc elle était obligée de le refaire. Donc c'est encore une autre... voilà. Mais c'est un faux cadeau aussi d'avoir un 10, parce que le 10, en fait, il ne te permet pas de jouer les compensations. Et à l'inverse, avoir un 10, ça implique nécessairement d'avoir une bonne note à l'épreuve principale. Épreuve principale où la première fois que je l'ai passée, je me suis gaufré. Ouais, l'épreuve de révision, je me suis gaufré. Encore aujourd'hui, je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé. J'avais demandé mes copies pour voir un petit peu, juste pour comprendre ce qui avait merdé. Voilà. Je crois que j'ai eu 6 ou 7 la première fois, quoi. Mais vexé, quoi. Super vexé, parce que... Et puis double vexation, parce que déjà, j'étais vexé d'avoir pris un 10 au mémoire. J'estimais valoir beaucoup plus. Et puis vexé, parce que j'ai pris une très mauvaise note à l'écrit. Et puis, donc... voilà. Et donc, l'épreuve de déonto, je l'ai révisée, et donc ça l'a fait. Voilà. Mais par contre, il fallait donc, si je fais le calcul à l'envers, je crois qu'il me fallait... Oui, il fallait que j'ai 10-11 minimum. Il fallait que j'ai 10-11 minimum à l'épreuve de révision pour valider mon deck. Et donc, comme tout, je me suis entraîné, comme un bon sportif. Je me suis entraîné. Et ça a été d'ailleurs ultra bénéfique parce que j'ai pris conscience, entre guillemets, des spécificités de cette épreuve. J'ai appris à utiliser la documentation professionnelle, chose qu'on apprend que partiellement. Soit on te l'inculque au cabinet, soit tu l'apprends en cours, en formation, mais c'est pas forcément quelque chose que tout le monde fait. Donc j'ai appris à utiliser la doc, et puis la deuxième fois que j'ai passé l'épreuve de révision, j'ai masterisé, quoi. Ça s'est super bien passé. J'ai eu 15,5. Ah oui, quand même. Ouais. Et puis autant, tu vois, la première fois, je crois que au niveau de... Tu avais double correction, et genre, j'avais eu un mec qui m'a mis 6, et puis l'autre qui m'a mis 9, un truc du genre. Et là, en fait, j'ai eu un gars qui m'a mis 15,25 et l'autre 15,5. Donc, tu vois, c'est... Bam! Et j'étais content parce que c'était le... d'une part, c'est reconnu, tu vois, comme tu viens de le dire, quand on te dit... Tu peux expliquer un peu la moyenne La moyenne, elle est autour de 10, un truc du genre. Ouais, 10-11. Et là, ça prouvait deux choses. D'une part, qu'en révisant, en s'entraînant, on peut y arriver, parce que je ne suis pas meilleur qu'un autre. Et c'est juste que j'avais bien compris l'épreuve et bien révisé. Et puis deux, derrière, c'est vrai que ça... Ouais, tu gagnes un petit peu en crédibilité quand tu dis aux gens, oui, j'ai eu 15 à l'épreuve écrite, même si tu racontes pas ça tous les 4 matins, hein, mais quand tu dis tu as eu 15 à l'épreuve écrite, tu dis, ouais, lui, il est pas con, quoi. Et le mémoire, du coup, tu peux le repasser quand tu as 10 ? Ouais, alors oui, je pense que potentiellement tu peux le repasser, mais moi je te laisse le faire, hein. Investissement, très compliqué. Franchement, tu mets tellement d'entrain, d'énergie et tout ça, moi je me voyais pas le refaire. Ah oui, donc tu avais 10 au mémoire et tu avais plus de la moyenne en dédonto. Donc ouais, il te fallait à peu près 10 en révision. Ouais, mais comme tu le disais, il suffisait d'avoir 10. Avoir 10 à l'épreuve de révision n'est pas si simple que ça. Et voilà, et je voulais pas louper à quelques points près, donc j'ai fait chose franco, quoi. Comme quoi, une bonne préparation, ça peut quand même tout changer. Ouais, là, j'ai fait sur la fin de mon cursus ce que j'ai pas fait avant à l'école, quoi. J'ai pas fait de prépa. Pour le baccalauréat, j'ai révisé, mais c'était pas supra violent. Pour les révisions du deck et des quelques épreuves des SCG que j'ai eu à repasser, j'ai révisé sérieux. Ouais. Et du coup, comment ça se passe quand tu as le deck ? Bon, je suppose que tu es content. Est-ce que tu quittes directement le cabinet ? Pas tout de suite, parce que comme on disait, l'objectif informel qu'on s'était fixé, c'était de continuer dans ce cabinet, de devenir associé, et puis de prendre la suite de mon ancien patron. Et puis en fait, tout est une question de temporalité, d'envie et tout ça, et la mayonnaise n'a pas pris. Moi, quand j'ai eu mon diplôme, justement, j'ai dit... je veux des nouvelles missions, je veux des nouveaux trucs à faire, mais quels qu'ils soient, hein. Ça aurait pu être ouvrir une nouvelle antenne, ça aurait pu être gérer la migration...
Ouais, voilà, gérer la migration sur un nouveau logiciel, gérer la com du cabinet, voilà. Et puis, comme on disait tout à l'heure, vu que c'était un cabinet un petit peu traditionnel, avec des collaborateurs parfois avec une grande ancienneté, j'étais un peu trop disruptif. J'ai peut-être voulu aller trop vite à l'époque, et c'est peut-être en partie de ma faute. Et donc, la mayonnaise n'a pas pris au cabinet parce que j'ai peut-être voulu aller un petit peu trop vite, que c'était pas le bon endroit, le bon moment. Et puis j'avais toujours cette volonté entrepreneuriale qui a fait qu'à un moment, en fait, toutes les conditions étaient réunies parce que j'avais pas d'enfants, j'avais un petit peu d'argent de côté. Quand je dis que j'avais tout les chances de mon côté, c'est que tous les curseurs facilitants étaient actionnés. J'ai eu la chance de bénéficier d'une rupture conventionnelle à l'époque, ce qui me permettait d'avoir 1 ou 2 ans pour voir. Et puis donc, voilà, j'ai décidé de me lancer à mon compte avec un client dans chaque poche. Voilà. Et ça te faisait pas peur ? Oui et non, parce que non, ça m'excitait plus que ça me faisait peur, parce que je savais que de toute façon, je craignais rien. J'avais un peu d'argent de côté, j'avais les indemnisations chômage, j'avais un petit peu de sous-traitance qui était d'ores et déjà négociée avec certains cabinets locaux. Je donnais des cours en plus pour arrondir les fins de mois. Et puis si jamais je me plantais, je repostulais dans un cabinet dans 2-3 ans, et puis voilà. Donc non, ça me faisait absolument pas peur. Et du coup, tu étais tout seul quand tu as commencé ? Et j'ai commencé tout seul. Et est-ce que c'était plutôt par choix ou parce qu'il n'y a pas forcément eu d'opportunité d'association Alors, j'ai commencé tout seul, mais pas vraiment tout seul, à savoir avec mon associé actuel. En fait, on a été colocataires au tout début, parce que quand j'ai voulu lancer mon cabinet, lui, il créait un nouveau bâtiment, et donc il avait un bureau à me louer. Et donc, je travaillais certes tout seul au niveau juridique, mais j'étais déjà dans un environnement de cabinet d'expertise comptable, quoi. Et puis, on a collaboré au début. Lui, il me faisait mes bulletins de paye, et puis moi, je lui faisais ses missions de commissariat au compte, quoi. Et qu'est-ce qui a fait finalement que tu es passé de tout seul à vous associer ? En fait, on a été colocataires, on a cohabité pendant 1 an et demi. Et puis, au bout d'1 an et demi, on a vu qu'on partageait des valeurs communes, que ça fonctionnait globalement bien, et on se rendait des bons services mutuellement. Et puis, lui, il commençait à avoir un peu de mal aussi à tout gérer tout seul. Et moi, j'aurais eu du mal aussi à tout gérer tout seul, même pour la gestion des salariés, pour les vacances, pour tout ça. Et puis même au niveau de la gestion des salariés, je pense que quand tu es 2, c'est quand même différent, parce que tu vas avoir moins de frein de te dire je pourrais embaucher quelqu'un, mais est-ce que j'ai la charge de travail pour quelqu'un à plein temps ou pas, etc. Alors que si c'est mutualisé, c'est déjà plus simple. En fait, j'avais même déjà embauché quelqu'un. J'avais embauché Simon, qui est encore là aujourd'hui, qui était le premier apprenti. Ça a été ma première embauche, en fait. Et justement, le rapprochement s'est effectué quand je commençais à avoir besoin d'une deuxième embauche. Et donc, Jean-Marie, mon associé, était déjà donc avec une équipe de 5-6 personnes, un truc du genre. Moi, j'étais 2 avec Simon, et puis j'avais besoin d'une autre personne. Donc, c'est là où on s'est rapprochés, qu'on a formé une petite équipe de 8-9 personnes rapidement, quoi. Et vous avez déménagé ? Alors, on avait déjà déménagé. En fait, Jean-Marie avait déménagé dans les nouveaux locaux qui étaient juste à côté, là. Et on avait globalement de la place pour une douzaine de personnes, quoi. Et voilà, notre installation et notre rapprochement s'est effectué justement quand il a construit ses locaux. Ouais. Et je crois que tu as passé un diplôme en gestion de patrimoine. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est, pourquoi tu l'as passé ? Ça c'était aussi, l'année où je me suis installé. Je savais que j'allais pas avoir non plus trop de taf. J'avais 2 clients, voilà. Et j'étais déjà persuadé de cette notion de valeur ajoutée, de conseil. Et puis en plus, c'était un domaine qui m'intéresse particulièrement, la gestion de patrimoine. Donc l'année où je me suis installé, j'ai fait la formation à l'OREP, à Clermont-Ferrand, gestion de patrimoine. En l'occurrence, d'ailleurs, je l'ai faite à Paris, en délocalisé à Paris. Et c'était une formation de genre 1 semaine par mois pendant 10 mois, un truc du genre. Et très, très intéressant. Très, très intéressant pour avoir les connaissances professionnelles qui vont bien, améliorer mes notions de gestion de patrimoine, et puis conseiller le client, quoi. Et est-ce que ça te sert aujourd'hui dans ton métier ? Alors, ça me sert oui et non. C'est-à-dire que ça me sert énormément dans l'interaction client. C'est-à-dire que quand on parle gestion de patrimoine, j'ai un petit peu de répondant. Je connais, je sais ce qu'il en est. Après, c'est compliqué à mettre en pratique très concrètement au quotidien pour 2 raisons. D'une part, c'est un vrai métier à part entière. Donc, c'est pour ça, il y a des gens qui font que ça. Justement, dans les épisodes qui sont déjà sortis,
J'ai interviewé quelqu'un qui justement s'est spécialisé en ingénierie patrimoniale et donc maintenant qui fait que de la gestion de patrimoine. Ouais, bah voilà, tu vois, tu racontes exactement ce que je pensais. Et il y a un autre point, c'est que en termes de typologie de clientèle, tu vois, quand tu lances ton cabinet ex nihilo, tu as quand même du petit entrepreneur, du petit artisan, et la gestion de patrimoine, ça vient quand même dans un deuxième temps. Et pour l'instant, on n'a pas forcément la clientèle pour se prêter à ce genre d'activité, quoi. Après, oui, c'est vrai que la gestion de patrimoine, du coup, ça va être plus adapté aux plus gros clients et même au niveau de l'âge. En général, c'est tout ce qui est transmission de patrimoine, etc. Bah, ça vient plus vers les âges, je sais pas, 50, 60 ans. Donc, c'est vrai que si dans le portefeuille du cabinet, on a majoritairement des entrepreneurs qui sont relativement jeunes à la trentaine, ça s'y prête pas forcément, quoi. Après, c'est vrai que moi, sur la gestion de patrimoine, je suis un fervent défenseur de l'éducation financière et de la gestion de patrimoine tôt, quoi. Moi, là-dessus, par contre, j'ai eu la chance d'être enseigné là-dessus par mon père. Je dis en rigolant souvent, il était médecin fiscaliste, quoi. Et c'est vrai que moi, mon premier investissement locatif immobilier, je l'ai fait à 23 ans, quoi. Et en fait, c'est la force des intérêts composés, etc. Enfin, on pourrait en faire un épisode entier là-dessus, mais plus tu commences tôt, plus c'est simple, quoi. Et au niveau du cabinet, vous êtes certifié Great Place to Work. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce à quoi ça correspond ? Bah, on a sorti un épisode. Comme je disais en introduction tout à l'heure, l'idée, c'est de prendre soin de nos clients et puis prendre soin des salariés. Et le label Great Place to Work, justement, c'est un peu la preuve, c'est tenté, qu'on prend soin de nos salariés. Et c'est vrai que moi, c'est un truc qui m'a toujours... que j'ai remarqué avec mon associé Jean-Marie et autres, c'est que globalement, on est proche des salariés, on leur parle. On leur parle peut-être plus que la moyenne des experts comptables, très modestement. On perd peut-être un petit peu de temps, mais c'est pas du temps de perdu. Ouais, c'est un peu des temps qui sont improductifs dans le sens où ça va pas forcément avoir un retour sur investissement direct, mais pour autant, ces temps exactement. ils sont quand même super importants. Et en interne, en fait, on essaye quand même de créer une cohésion d'équipe qui soit pas du marketing ou de la com pure et dure, mais qui soit vraiment... ouais, je sais pas comment décrire ça. On a des valeurs fortes au sein du cabinet autour desquelles la plupart des collaborateurs se retrouvent. Et puis on passe beaucoup de bons moments entre nous. Alors ce que je dis souvent, hein, on n'est clairement pas, à mon avis, le cabinet le plus rentable. Mais par contre, on arrive à vivre correctement. Oui, mais peut-être que vous arrivez à attirer des collaborateurs. Exactement, on arrive à avoir des collaborateurs qui restent et on arrive même à attirer des collaborateurs comptables spontanément, sans cabinet de recrutement. Oui, parce que c'est un peu un investissement dans le sens où ces temps improductifs, justement, ça va faire que les collaborateurs se sentent bien et donc potentiellement qu'ils vont plus parler du cabinet et donc ça va faire des économies en cabinet de recrutement par la suite. Exactement. Et puis là-dessus, le cabinet d'expertise comptable est une entreprise à part entière et donc il faut que l'expert comptable chef d'entreprise prenne soin de ses équipes au quotidien et mette en place des actions comme n'importe quelle autre entreprise pour prendre soin de ses troupes, quoi. Surtout que comme c'est une entreprise de service, on le voit bien quand on a des clients qui sont des boîtes justement de service, la principale richesse, c'est les ressources humaines en interne. Et le salarié est quasiment aussi important que le client parce que c'est lui qui va transmettre toute la valeur justement. Ah oui, l'histoire de mon collaborateur, il a encore changé, je le connais pas, machin, ça c'est un des griefs principaux que je supporterais pas d'entendre. Et on n'est pas parfait, hein, il y a des loupés de temps en temps. Et d'ailleurs, je souhaite... C'est dur à vivre, hein, parce que quand il y a des petits loupés et que le client il est pas content, et ça arrive chez nous comme partout ailleurs, moi, ça me retourne. Ça me retourne et ce que je dis souvent, c'est que si tu veux me gâcher la semaine, tu m'emmènes un client pas content, quoi. Et donc, tant que ça me touchera comme ça, entre guillemets... ça voudra dire qu'on est dans le vrai parce que ça reste une préoccupation majeure et donc indirectement je vais faire tout mon possible pour éviter que ça se reproduise ou pour que ça passe pas. Jusqu'au moment où tu t'en fiches. Exactement, ouais. J'espère ne jamais en arriver là. Et du coup, vous avez lancé un podcast aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ?
Ouais, ce podcast, en fait, c'est une idée. Bon, moi, je suis consommateur de podcasts comme toi, peut-être, comme d'autres, depuis quelques années. Et puis, je me suis dit, tiens, pourquoi on ferait pas ça, quoi. Nous, on a toujours une stratégie de com qui est un petit peu disruptive, qui sort un petit peu de l'ordinaire. Et je me suis dit, tiens, si on fait ça au sein du cabinet, on sera quand même, encore une fois, disruptif, un peu en avance. On va bousculer les codes, quoi. Et j'ai voulu faire ça il y a 2-3 ans déjà, sauf que le Covid est arrivé, et donc j'avais tourné un épisode pré-Covid, et en fait la machine s'est arrêtée net parce qu'on a eu les fonds de solidarité à gérer, le télétravail, etc. Et donc le projet podcast, entre guillemets, a été mis sur la touche, jusqu'à ce qu'on le remette sur la table. On l'a mis sur la touche et on l'a remis sur la table, avec Émilie, en début d'année, là, et qui a en plus décidé d'en faire son sujet de mémoire. Comme quoi, on n'est pas obligé de faire un mémoire technique, et ça t'a pas freiné le fait de donner ce sujet-là à un expert comptable stagiaire, dans le sens où souvent on a un expert comptable stagiaire sous la main, entre guillemets, c'est un peu gâché que lui donner un projet comme ça qui serait un podcast, un peu un truc organisationnel qui n'a pas forcément qui est un peu du temps improductif, entre guillemets, dans le sens où c'est un investissement. La difficulté, en fait, avec le mémoire, c'est qu'il faut apporter à la profession, il faut un sujet technique, mais c'est vrai que tu as 2-3 grandes catégories de mémoire, hein. Le mémoire classique sur un secteur d'activité ou sur une technique comptable ou fiscale ou machin, et tu as une nouvelle typologie de mémoire, un peu plus sur les RH, management, com ou autre chose. Alors, j'en sais rien si c'est casse-gueule ou pas. Toujours est-il qu'il faut faire les choses avec les tripes. Et Émilie, clairement, elle a plutôt une facette. Enfin, elle en parlera mieux que moi, mais c'est pas une archi-fan de l'intégration fiscale ou de la compta ou autre. Elle est beaucoup plus sur les aspects humains, com et tout ça. Et donc, on a décidé en partie ensemble, mais le mémoire a une telle implication personnelle que si jamais tu es censé passer 1000 heures ou je ne sais trop combien sur ton truc, autant que tu le fasses sur un sujet qui te passionne et sur lequel tu te sens bien, quoi. Et elle a décidé plutôt de partir là-dessus, quoi. Oui, puis tu as aussi, forcément, en fonction des contraintes de chacun, selon si on veut le valider plus ou moins rapidement. Mais moi, c'est vrai que je suis plutôt de la team de me dire je préfère faire un sujet que j'aime, voire que j'adore, et le passer 2 ou 3 fois s'il le faut, mais choisir un sujet de cœur. Moi, ce qui a dicté, et elle essaye, enfin je pense qu'on essaye via ce truc de podcast d'avoir la même attitude, faut être archi convaincu de son truc. C'est-à-dire que moi, quand je suis allé faire ma soutenance de mémoire sur le crédit d'impôt métier d'art, j'allais leur vendre mon truc, quoi. C'est-à-dire que les mecs, ils devaient acheter, quoi. J'étais persuadé du truc, de l'intérêt, et je leur dis, si vous achetez pas, les gars, c'est que vous avez rien compris, quoi. Et niveau équilibre vie pro, vie perso, parce que tu nous disais que tu étais un grand sportif, alors est-ce que c'est compatible avec le métier d'expert comptable ? C'est on n'est pas loin de la bigorexie, hein, comme on dit, c'est l'overdose de sport. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que j'ai beaucoup besoin de faire du sport parce que j'adore ça. Ça me permet de me sentir bien dans mon corps et dans ma tête. Et donc, ça me nuit autant que ça me sert. C'est-à-dire que quand on a énormément de taf et tout ça, il faut envoyer du lourd, il faut sortir les dossiers, il faut faire le taf. Et des fois, on a du mal à libérer les créneaux. Sauf que si je libère pas les créneaux pour faire du sport, clairement, ça va pas, quoi. Et donc, j'apprends et j'ai pris un rythme où, de toute façon, souvent entre midi et 2, je pars faire du sport. Ouais, c'est plus prendre le temps. Exactement, on dit on trouve le temps pour ce qu'on veut. Et là, en fait, c'est bien pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est bien pour moi, mais c'est bien pour les autres que j'aille faire du sport. Et c'est pas uniquement un trait d'humour, hein. C'est-à-dire que c'est vrai que souvent, je suis au cabinet le matin, il y a des dossiers qui arrivent, il y a des problématiques qui se posent. J'ai pas forcément la réponse ou j'ai pas l'inspiration. Je vais courir le midi et je reviens en début d'après-midi. J'ai la réponse à la problématique qu'on s'est posé le matin, parce que j'ai réfléchi à tête reposée, à l'air libre, et je reviens souvent avec des solutions, donc c'est gagnant-gagnant, quoi. Tous les midis ? Ça dépend, non, pas tous les midis, mais quand je m'entraîne, parce que j'aime beaucoup la compétition, c'est pas rare que je cours 4-5 fois semaine, ouais. Okay. Ouais. Donc 2-3 fois pendant la semaine. Et tu me disais tout à l'heure que tu étais papa, du coup, comment tu gères justement avec les enfants ?
J'ai 2 enfants assez jeunes, 3 ans et 6 ans. On a un nounou. Et la chance que j'ai, c'est que logistiquement, en fait, on est au Sable d'Olonne, que la nounou, elle est à 2 minutes du cabinet. Et donc, je sors du cabinet. Alors, c'est aussi un avantage et un inconvénient. C'est-à-dire, enfin, pour moi, plutôt un avantage, c'est que la nounou, elle garde jusqu'à 19h. Et donc, de toute façon, moi, je pars du cabinet à 18h50. Et donc, terminé, quoi. Donc après, logistiquement, encore une fois, on est au Sable, il n'y a pas d'embouteillage, c'est facile. Je pars à 18h50 du cabinet, à 19h, je suis à nounou, à 19h10, je suis chez moi, quoi. Donc ça va, tu finis pas trop tard. Alors d'une part, j'en ai pas la capacité physique. Je suis pas un bourreau de travail, j'y arriverai pas. Et puis matériellement, avec les enfants, on s'adapte. Hein. Et du coup, est-ce que vous avez des projets, que ce soit au niveau du cabinet ou peut-être au niveau perso, peut-être un marathon ? Marathon, oui. J'ai couru le marathon de Paris l'année dernière. Justement, franchement, c'était une période sympa parce que quand tu as une prépa marathon, tes créneaux de course à pied, de toute façon, sont bloqués, quoi. Enfin, c'est un peu basico-basique de dire ça. Oui. Ouais, et puis d'un autre côté, c'est basico-basique de dire ça, mais chez moi, plus je fais de sport, plus je suis content et mieux je suis dans ma vie, quoi. Donc c'est une période où je pense que les gens ont ressenti que globalement, j'étais bien dans mon corps, bien dans ma tête. Les projets 2023, je ne sais pas trop encore. Là, on a quand même des beaux projets professionnels au cabinet avec l'ouverture d'une antenne à Talmont et puis d'un autre cabinet à Roche-Servière. Donc, ça va bien nous occuper. Ça va nous apprendre déjà aussi à gérer du multisite, chose qu'on n'a jamais fait au préalable. On aura peut-être également une migration informatique. Quand je dis migration informatique, c'est changement de logiciel. De prod ? Ouais, de prod, ouais, tout, de prod, social, tout, à envisager sur l'année prochaine. Donc ça va être un beau chantier aussi. Donc voilà d'un point de vue pro. Après, d'un point de vue perso, j'aimerais bien me remettre un petit défi sportif. Donc soit un autre marathon, ou soit si jamais on a un Ironman au Sable d'Olonne, à domicile, je pense que je prendrais un dossard. Ouais. Et si tu avais un conseil à donner à Olivier qui a 20 ans, là, qui est en école de commerce, qu'est-ce que tu lui dirais ? Déjà, je conseillerais à Olivier de passer son DE de tennis, son diplôme d'entraîneur de tennis, en candidat libre à l'époque. Chose que je n'ai pas faite parce que le calendrier s'est pas mis et tout, mais c'est quelque chose que j'aurais dû faire parce qu'on ne sait jamais, dans une deuxième partie de carrière, si jamais je voulais repartir à mes amours tennistiques, c'est mieux d'avoir le diplôme, ça c'est un truc. Et sinon, je pense que je lui dirais de peut-être suivre encore un petit peu plus son instinct, quoi. J'ai la chance d'avoir plutôt un bon feeling au niveau business, que ce soit un investissement immobilier ou que ce soit entreprise et tout ça. Et peut-être me faire un petit peu plus confiance et moins écouter les autres, quoi. J'écoute beaucoup les autres parce que mes parents aussi m'ont appris à pas faire n'importe quoi, à se renseigner, machin. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que des fois, le regard des autres et le jugement des autres pèsent peut-être un petit peu trop sur moi. Et c'est vrai que je vois certains investissements que j'ai loupés où j'étais persuadé du truc et je me suis dit, non mais telle maison, tel emplacement, là, il faut y aller, il y a un truc à faire. Et puis on m'a déconseillé, voilà, c'est là. Ouais, c'est pas une bonne idée, machin. Alors heureusement, j'ai pas écouté tout le temps, hein, et j'ai fait 2-3 bons coups, mais c'est vrai que peut-être suivre davantage mon instinct, quitte à faire 2-3 erreurs, en fait. Ouais, en fait, plutôt que de se dire, en fait, on peut louper quelque chose ou quoi, on va plus être dans le principe de prudence, peut-être. Pas trop sortir de sa zone de confort. Ouais, c'est exactement ça. Je pense que mes parents, en fait, ont eu une éducation très positive dans le sens où, en étant cadrés, ils m'ont inculqué le fait de ne jamais faire n'importe quoi et des grosses conneries. Par contre, ils m'ont pas du tout éduqué dans la prise de risque. Et c'est vrai que le lancement du cabinet, je pense, a été vécu pour eux, pour ma mère, comme une prise de risque archi forte, quoi. Alors qu'en fait, sur le papier, il y avait zéro risque. Tout était baqué, comme on dit, quoi. C'était un peu le côté mindset. Ouais. Mais écoute, merci beaucoup, Olivier. Ravi d'avoir tourné cette interview avec toi. Ça marche. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode.
Aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces 3 options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré. Le second, c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les 3. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.